Bonjour à tous. Donc après cette introduction faite par Julien, on va essayer de dessiner un petit peu quelle peut être l'architecture d'une solution d'analyse de données en temps réel et évoquer un peu toutes les grandes fonctions qu'il va falloir adresser dans cette architecture. On parlera aussi des enjeux d'architecture, des enjeux technologiques auxquels on va faire face. Et ensuite on balayera un peu les différentes approches et les différents outils qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché et qui peuvent nous faire amener dans cette direction. Donc comme l'a expliqué Julien, notre objectif c'est du traitement événementiel à faible latence avec un objectif de prendre des décisions en moins de 100 millisecondes. Avec en entrée donc la possibilité de capturer des événements qui proviennent du SI, donc des événements structurés ou des événements plus faiblement structurés, on l'a dit, des événements textuels, des sources externes, le graphe social, etc. Et donc ce moteur événementiel à la sortie va produire des événements plus macro, plus agrégés, à destination d'applis transactionnelles par exemple pour pouvoir déclencher des actions. On peut parler éventuellement de déclencher des actions sur un BPM ou sur un bus USB ou des choses comme ça, donc avec cette exigence de latence de le faire dans les 100 millisecondes. Donc ça c'est le changement de paradigme, sur cette chaîne de traitement décisionnel, ça va être le traitement en mémoire avant son stockage. Donc le moteur CEP ici va nous permettre de gérer l'analyse des événements. Donc on va pouvoir parler d'agrégation des événements par exemple sur des fenêtres de temps, sur des fenêtres de temps glissantes. On va pouvoir réaliser des corrélations entre différents flux. On peut imaginer ça, on peut comprendre ça comme une jointure en fait entre différentes sources de flux, joindre ces événements pour comprendre ce qui se passe, étudier des causalités dans le temps entre donc des patterns d'événements et puis comprendre quelle est la conséquence. Voilà. Donc pour exécuter ces règles métiers, gérer ces fenêtres de temps avec une contrainte de latence, etc. Donc on va avoir un maintien en mémoire de machines à état, de compteurs, de fenêtres de temps, d'opérateurs de corrélation, de règles, etc. Donc aujourd'hui, les outils de CEP qu'on peut voir sur le marché apportent différentes familles de fonctionnalités pour réaliser des analyses qu'on va pouvoir choisir en fonction des besoins business. Donc par exemple, le premier qui est cité, donc Event Condition Action, c'est un genre de if then else qui permet de construire des machines à état. Donc il y a des familles d'outils qui sont construits là-dessus. Il y a d'autres familles d'outils qui sont plutôt basées sur des requêtes sur les flux d'événements, le Stream-Based Querying. Donc c'est des requêtes qui ressemblent à du SQL finalement. On en aura une démonstration tout à l'heure avec Thomas. Sauf qu'au lieu d'avoir une requête SQL qui s'exécute pour aller chercher des choses dans une table finie, on a plutôt une requête qui va traiter un flux infini d'événements et remonter des informations. Donc, typiquement, c'est assez adapté pour faire des jointures entre différentes sources, pour faire des agrégations sur des fenêtres de temps, parce qu'on va écrire ça un petit peu comme un group by. Ça permet aussi, par exemple, de faire de la détection de non-occurrence d'un événement, de l'absence d'un événement. Ça va être un genre de left join, etc., etc. Donc c'est assez puissant. Et ça apporte pas mal de flexibilité sur les règles. On va avoir d'autres approches, typiquement l'analyse multidimensionnelle, donc qui va être assez proche de ce qu'on peut voir dans le Mondolab par exemple, avec de l'agrégation de données numériques selon plusieurs axes et de la définition de règles sur ces agrégats dans le cube. Voilà, des briques fonctionnelles comme ça, il y en a encore pas mal, on peut en citer pas mal encore. Il y a du pattern matching, des systèmes apprenants, etc., etc. Donc cette chaîne décisionnelle, cette chaîne événementielle, elle doit s'inscrire dans un contexte. C'est pas indépendant du SI. Donc on va venir intégrer les sources de données externes pour prendre en compte le contexte. Donc ça peut être des données de référence qui sont stockées dans un back-office par exemple, dans une base Oracle X ou Y. Ça peut être des requêtes dans votre data warehouse actuel pour aller chercher des données de référence ou pour récupérer quelques données historiques.
On peut envisager aussi des interrogations de service, par exemple. Vu qu'on est dans un système, dans une chaîne où on a des contraintes de latence et de performance, qu'on ne va pas pouvoir assurer directement avec ces stocks de données, parce qu'ils n'ont pas été dimensionnés pour ces contraintes-là, on aura probablement aussi besoin d'introduire des couches de cache ou de cache distribuée pour pouvoir absorber la data et répondre au moteur CEP dans un temps suffisamment contraint. Alors, l'important va être aussi de stocker les événements qui ont été traités. C'est-à-dire que le moteur CEP, en fait, avec son maintien d'un état en mémoire, va permettre l'analyse sur le temps court. Par contre, pour le temps long, il va falloir se tourner vers un stockage de l'historique des données. Voilà, et ça va aussi nous permettre tout un tas de choses, comme par exemple d'avoir une boucle de feedback sur le système, par exemple pour faire de l'analyse de tendance. Un autre besoin qui peut être adressé grâce à cette historique, ça va être la traçabilité. Donc on déclenche des actions en sortie, des décisions, d'où provient cette décision, quelle séquence d'événements a produit telle action, etc., etc. Donc c'est un petit peu le data warehouse des événements, si on peut dire. Voilà. Alors sur le schéma, il est stocké à droite, mais en fait on peut stocker tous les événements. Voilà. Les événements d'entrée peuvent être stockés, les événements qui ont été déclenchés en sortie également, et ça va nous permettre d'avoir une analyse sur cette historique. Alors, bien sûr, on est dans l'analyse de données, donc on parle d'IHM. On va avoir besoin d'IHM pour répondre à deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici, donc une analyse historique, et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, donc une analyse sur les données temps réel. Dans le premier cas, on va être sur des IHM assez classiques que vous avez déjà autour de vos data warehouse, qui vont permettre l'exploration des données. Donc dans le deuxième cas, qui est qu'est-ce qui se passe maintenant, on va être plutôt sur des dashboards assez dynamiques, des IHM très événementiels. L'idée étant de pouvoir comprendre les données actuelles et de voir les actions qui sont déclenchées par le moteur de CEP. Alors, je les ai représentées de façon disjointe, mais elles ne sont pas du tout disjointes, il y a vraiment un lien entre ces deux familles d'IHM. Par exemple, dans le cas où on a un voyant qui passe du vert au rouge, il va falloir répondre, on aura envie de répondre à la question pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont la cause, quelle est la chaîne d'événements dans l'historique, quelles sont les données historiques qui m'ont amené à prendre cette décision et à avoir cet indicateur qui change, qui bascule dans un autre état. Et enfin, donc, comme l'a précisé Julien, donc on est dans le monde de la décision opérationnelle, donc il y a potentiellement beaucoup de règles à faire évoluer fréquemment. Et il est hors de question de renvoyer tout le paquet LAME pour 3 mois et pour établir des nouvelles règles. On doit aller assez vite. Et l'analyste en fait, de ces données, côté métier, doit pouvoir faire évoluer ces règles sans dev. Il doit pouvoir imaginer de nouvelles règles, il doit pouvoir les simuler sur l'historique pour faire du backtesting notamment. Donc on a aussi des enjeux sur ces IHM qui doivent être assez riches et en interaction avec le moteur CEP. Donc les grands enjeux dans cette architecture, bon, la latence, on en a pas mal parlé. Le débit, là on parle de débit de messages qui peuvent atteindre ou dépasser les 10 000 messages par seconde, hein, donc on est vraiment au-delà de ce qu'on faisait habituellement dans les systèmes transactionnels. On a donc un moteur CEP avec un maintien de son état en mémoire, donc ça signifie une grosse consommation mémoire. Comment on va la dimensionner, qu'est-ce qui se passe si on dépasse à cause d'un pic d'activité cette mémoire, est-ce qu'on a un débordement sur disque, est-ce qu'on peut avoir un deuxième nœud, donc c'est pas des questions évidentes à répondre. Cette répartition sur plusieurs nœuds, dans un système qui est comme ça intrinsèquement stateful, ça va être assez compliqué. Donc il y a certains outils qui vont faire ça de façon plutôt naturelle, ou plutôt voilà, de façon un peu cachée, et vont prendre ça en charge. Pour d'autres outils, il va falloir trouver des clés de répartition par exemple, les implémenter, router le trafic sur ces différents nœuds, donc c'est pas forcément évident à distribuer comme type de processing. La question de la reprise sur panne, ou la résilience en général d'un système comme ça, c'est pas du tout évident.
Quid de la... Alors il y a deux sous-questions là-dedans. Sur la panne par exemple d'un des nœuds. Bon, déjà, comment je remonte l'état? Donc c'est un état en mémoire avec des compteurs, des fenêtres de temps, des choses comme ça. Donc comment je reprends cet état? Et deuxième question, quid des événements perdus qui ont été perdus durant le moment de la panne? Alors une des réponses, ça peut être bah tant pis, on les a perdus. Mais dans certains business, dans certaines situations de métier, c'est impensable. On ne peut pas se permettre de perdre des événements, donc il va falloir les rejouer, les réinjecter dans le système. Dernière question qui n'est pas évidente, c'est l'initialisation à partir de l'historique. Donc après une panne, ou si j'ai besoin de redémarrer un nœud, voilà, ce nœud, il a des moyens, voilà, il va avoir des règles qui sont basées sur des moyennes mobiles, sur des choses comme ça. Comment je les remets comment je réinitialise ces données à partir de l'historique pour pouvoir reprendre. Voilà, le moteur ne peut pas repartir d'une situation totalement vierge. Alors évidemment, ce type de contrainte va se retrouver en amont de la chaîne. Donc si on parle d'une chaîne avec un débit de 10 000 messages par seconde, en amont aussi, on va avoir le même type de contrainte. Hein. Si on a du transport de messages ou des choses comme ça, il va falloir des architectures qui puissent tenir ça. Et dans le cas de la reprise sur panne avec un rejeu de messages, c'est souvent sur ce composant-là que va se retrouver propagée la contrainte de rejouer des messages ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément évident à traiter et à répondre. Donc concernant l'historique des événements, voilà, si on stocke, si on a 10 000 messages par seconde, qu'on stocke peut-être l'intégralité des événements entrants et sortants, donc on a une grosse volumétrie, donc il va nous falloir une grosse capacité et surtout de la performance en écriture. Donc on a vu avec Julien que les bases de données étaient limitées au-delà de 1000 transactions par seconde, avec un vrai plafond vers les 4500. Là, si on parle de 10 000 messages par seconde, il va falloir sûrement se tourner vers peut-être des stockages répartis, des grilles de données, ce genre de choses, avec de la grosse performance en écriture, mais aussi de la performance sur les requêtes qu'on va traiter sur l'historique. Donc on parlait par exemple de Hadoop tout à l'heure, avec des batch MapReduce qui peuvent durer 1 minute. 1 minute, c'est bien au-delà de nos 100 millisecondes, donc comment on va répondre à cette question? Et enfin, une question pas évidente, qui est une modélisation plus flexible. En général, dans un data warehouse, ou les data marts, etc., on a des modélisations qui sont plutôt statiques. Là, on va se retrouver avec des événements qui sont peu structurés ou qui vont être en évolution, donc il va falloir les stocker sans avoir des contraintes d'évolution de modèle trop fréquentes. Ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc si on interroge des stocks de données externes, la performance en lecture pour respecter la latence va être un sujet adressé, donc avec une bonne gestion de cache notamment. Sur les IHM, donc, on a des IHM dynamiques. On va avoir besoin de faire de l'exploration de données selon des axes, selon des différents critères qu'on va devoir définir à la main au moment de l'exploration. Et sur la partie temps réel, on va être sur des IHM très événementiels, très web push par exemple. Donc c'est vraiment des IHM très très spécifiques pour répondre à ce genre de problématiques. Et enfin, donc sur l'IHM, sur l'édition de règles, donc on parle d'IHM qui sont utilisables par les métiers, WYSIWYG si on veut, c'est-à-dire avec une certaine facilité pour éditer les règles et quelque chose qui ne soit pas trop bit de gauche, avec une capacité de faire de la modélisation, de la modification de règles à chaud dans le moteur, de tester ces règles, voire de les tester sur l'historique. Donc là, on va avoir des problématiques qui vont se retrouver à la fois sur les IHM d'édition des règles et sur l'historique des événements pour pouvoir faire ces simulations, des simulations de type what if ou du backtesting. Donc aujourd'hui, les différentes approches, les différents outils qu'on peut trouver sur le marché peuvent répondre partiellement à toutes ces questions soulevées. Donc je reprends un petit peu
la grille d'analyse présentée par Julien. Donc je vais vous présenter un petit peu des outils du monde du CEP, donc comment ils permettent ou pas de répondre à ces questions. Des solutions de grille de stockage de données en mémoire, ou data grid, où on va être plutôt on va plutôt travailler sur l'axe volume et on va voir comment on peut aller améliorer la fréquence d'analyse, ou alors des solutions de type OLAP en mémoire, où donc là on va être sur la complexité d'analyse, sur la profondeur et sur le volume, et on va voir comment on peut aller travailler sur la fréquence d'analyse. Donc une approche par des outils de CEP, effectivement, évidemment on va être très très fort sur le cœur événementiel du système. Donc les avantages vont être de très grandes possibilités sur l'analyse temps réel, avec une gestion fine du temps court, sur des fenêtres de temps glissantes, des choses comme ça, avec un plus grand choix sur l'approche, que ce soit sur du Event Condition Action, des requêtes sur des flux, etc., etc. On va avoir plus de flexibilité, plus de choix d'outils. Par contre, tout ce qui va être sur le stockage de l'historique, ça ne va pas venir out of the box avec des solutions de CEP, donc il va falloir intégrer, trouver des solutions et les intégrer. On va avoir assez peu de choses sur les IHM. Tout à l'heure, Thomas nous présentera donc Esper, qui est un moteur CEP, et on verra un petit peu des IHM temps réel. Voilà, mais c'est relativement limité quand même. Et donc, pas de stockage historique, je l'ai dit. Donc, les outils, il y en a beaucoup. C'est pas du tout exhaustif, en voici quelques-uns. On peut trouver des outils comme Streambase ou TIBCO, qui sont assez référents sur le marché. Il y en a d'autres. SQL Server Stream Insight, qui est un émergent. Espertech, qui est donc le moteur Esper, avec des requêtes de type query sur des flux continus. Si on part sur une approche plutôt grille de données, data grid, donc là on va être plutôt centré sur la problématique de stockage en mémoire et distribuer des données. Donc on va être assez fort sur la partie plutôt basse de cette architecture, et on va avoir des capacités de continuous query sur ce stock de données réparties, basé essentiellement sur un traitement événementiel des nouvelles données. On peut comparer ça à des triggers. Une nouvelle donnée est poussée dans la grille de stockage, un événement qui est élevé, on va pouvoir brancher des logiques dessus, donc avec un traitement qui est très distribué, qui est au plus proche de la donnée. Le gros point fort, ça va être une scalabilité by design. Ces outils sont pensés pour ça, sont pensés pour avoir des très grosses volumétries et un fort parallélisme, et on va être assez fort là-dessus. Par contre, on va être plus faible sur la richesse ou sur l'expressivité des règles de traitement. On va être beaucoup sur du lives and else avec des machines à état faites à la main, et au niveau IHM, on n'aura pas grand-chose. Donc en outil, on peut notamment citer SQL Fire ou Gigaspaces, qui sont des acteurs qui sont un petit peu dans le cache distribué, dans de la donnée en mémoire et distribuée sur beaucoup de machines, avec de la logique distribuée au plus près de nous. Et qui aussi ont des capacités de querying qui soient en SQL ou avec d'autres approches, type MapReduce ou autre. Alors une autre approche, une approche très différente, qui va être le OLAP en mémoire, où là on va être beaucoup plus fort sur le côté IHM et exploration des données, parce que c'est des outils qui sont pensés pour ça, qui sont pensés pour l'analyse multidimensionnelle, qui vont être très performants sur l'analyse de l'historique, puisqu'on va avoir des données qui sont déjà préagrégées sur des fenêtres de temps. Ça va être très proche des utilisateurs métiers, et ça va être globalement plutôt distribuable, c'est-à-dire que voilà, un cube, ça se découpe bien, ça se répartit bien sur plusieurs nœuds, donc ça va être plutôt pas mal là-dessus. Par contre, au niveau des règles, on sera probablement moins sophistiqué que sur du pur CEP, et on ira probablement plus vite vers du code et de la logique codée manuellement.
En fait, dans ces solutions-là, les intégrations, enfin les enjeux d'intégration avec les briques du bas vont être assez différentes. C'est-à-dire que dans un moteur CEP, on va avoir donc un moteur qui va s'intégrer avec le SI et qui va aller interroger une base Oracle ou des choses comme ça. Là, on va plutôt avoir, avec une approche comme ça, on va plutôt avoir le contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir, à l'initialisation du moteur, on va venir déverser des données dans l'outil de memory pour initialiser son état OLAP en mémoire et après travailler à partir de là. L'intégration de données avec des stocks va rester custom. Sur l'historisation des événements, on va avoir des choses, donc, comme je disais, plutôt pas mal sur l'agrégation dans le temps, et puis après des choses sur du drill down et des choses comme ça sur les événements qui peuvent être pas mal. Donc en termes d'outils, évidemment, je mentionne Quartet qu'on verra tout à l'heure et qui nous présentera justement des IHM assez sympas qui travaillent sur cette historique de données. Donc pour conclure, la chose à retenir, c'est qu'on est dans un paradigme nouveau pour du décisionnel, c'est-à-dire événementiel plus traitement mémoire. Donc on a de nouvelles architectures à déployer pour faire cette analyse de données, qui vont être en interaction forte avec le SI, à la différence de batch qu'on pousse dans un data warehouse. Là, on va être vraiment collé au SI opérationnel avec beaucoup de boucles de feedback de l'un à l'autre. On va avoir des approches technologiques assez variées, avec beaucoup d'acteurs émergents, et qui va être à adapter aux besoins business. Voilà, donc je vais passer la main à Thomas, qui va nous faire une présentation d'un moteur CEP.